des élections municipales à Pau en mars prochain, selon un sondage IFOP, Sud Radio et Sud-Ouest. Donc un scrutin où il est candidat, faut-il le préciser, pour la troisième fois. Je donne les chiffres du sondage très rapidement. François Bayrou arriverait en tête d'une liste Modem-UDI qui recueillerait, soutenue par l'UMP, qui recueillerait 29% des suffrages, devant la liste menée par le socialiste David Habib, 27%, et celle sans étiquette d'Yves Urrieta, qui fut déjà candidat avec 16%. Les autres listes s'établiraient à moins de 10%, avec respectivement le Front de Gauche 8%, le FN 8% et les écologistes 3%. Eh bien, ce sondage me fait un grand plaisir, a déclaré François Bayrou, on le serait à moins. Car il montre qu'il y a un lien entre les électeurs palois et moi. On voit que la victoire est possible et sortir de la division et entrer dans des rassemblements, c'est le but que je me suis fixé, d'autant plus qu'il y a eu la grande question de savoir si l'UMP allait soutenir un candidat qui avait appelé à voter François Hollande au deuxième tour des présidentielles. Alors pour une fois, la réponse est oui, la réponse c'est l'union, même si ça renacle un petit peu, et je crois que cette troisième fois pourrait être la bonne pour François Bayrou. On rappelle que la mairie de Pau était à la gauche, avec un maire qui fut longtemps très connu. La Barrère qui a incarné, qui a personnalisé, qui a personnifié Pau. Et je crois que François Bayrou s'inscrit un peu dans cette même lignée radicale, centriste, modérée, chrétienne, que celle d'André Labarrère. Et je pense qu'il a toutes ses chances, d'autant plus que la dernière fois, il avait fait au second tour 38,8, alors que la gauche faisait 39,7. On voit qu'il a échoué de très très peu au second tour à cause du maintien d'Urrieta. On voit qu'Urrieta revient, mais l'UMP de Pau n'a pas hésité à souligner qu'au fond, c'est avec François Bayrou que nous pourrons faire ce que nous attendons. Et il se félicite de cette candidature. Et d'ailleurs, la campagne il en a besoin, François Bayrou, de cette ville de Pau, quand même, parce que politiquement, sur l'échiquier... Il a réussi des bons scores au présidentiel. Il a bien joué le rôle du troisième homme sans devenir le second. Or, au deuxième tour, il n'y a que 2 candidats. Et il est vrai que s'il pouvait l'emporter à Pau, ça le mettrait en bonne position pour être à nouveau, pour une 4e fois, candidat aux élections présidentielles, et nous rappeler qu'avant lui, il y a eu, d'ailleurs il en a fait la biographie, il y a eu Henri IV et son panache blanc, et que tout partit du château de Pau. Voilà, on verra si au mois de mars, on mangera la poule au pot du côté de Pau. Enfin, toujours est-il qu'on va passer à la ville de Bayonne, et là, on assiste à la fin d'une dynastie, les fameux Grenet. Eh bien, c'est les 55 ans de règne sans partage de ce qu'on peut effectivement appeler la dynastie Grenet, une dynastie radicale de centre-droit à Bayonne. Et c'est une rare saga politique qui va prendre fin aux prochaines municipales. Et le scrutin pourrait être très serré. Je rappelle les scores du second tour. La liste d'Union pour Bayonne de Jean Grenet avait fait 47,6%. Et Bayonne Ensemble, la liste d'Union de la gauche, 38,9%. Donc le scrutin sera, je pense, assez serré, avec un affrontement droite-gauche. Je rappelle que Jean Grenet avait succédé en 95 à son père, et Henri lui-même assis dans le fauteuil de premier magistrat depuis 1959. 1959-2014, c'est pas rien. Quasiment. Et ce qui a caractérisé la 5e République. Ce qui a caractérisé les Grenets pendant 55 ans, c'est leur indépendance, malgré le fait qu'ils étaient inscrits au Parti radical, leur indépendance vis-à-vis de tous les partis politiques. Et donc, à 74 ans, Jean Grenet, qui a été évincé de son siège de député par le PS aux législatives de 2012, a décidé, logiquement, de ne pas se représenter. Il faut dire que la défaite aux législatives avait été précédée de la rafle par le PS des cantons bayonnais en 2011, y compris dans le très bourgeois quartier des Arènes, que vous connaissez bien, Jean-Pierre, pour d'autres raisons. Écoutez, on va passer à la ville voisine de Biarritz, BAB donc. BAB, Biarritz, Anglette et Bayonne donc. Et à Biarritz, le règne des Borotra, toujours, encore. Ah ben à Biarritz, les Borotra s'en vont et
Didier Borotra, qui avait été élu avec 41,8% au premier tour et 43,37% au second tour face à la liste du Parti Socialiste, 14%, et face au Rassemblement pour le renouveau de Biarritz de Jean Benoît de 29,93%, eh bien là, Jean Borotra cède sa place son premier adjoint. Il faut dire qu'il y a une affaire pendante devant la justice concernant, et nous ne sommes pas en train de parler de l'histoire du catholicisme, concernant des indulgences de monsieur le maire à l'égard de certains contrevenants à la circulation, et il aurait usé de son pouvoir de maire pour dire je suis indulgent, nous allons faire sauter cette contravention à une hauteur assez quand même raisonnable, puis ça se chiffre en milliers d'euros, donc il a été mis en garde à vue, puis je crois mis en examen, mais il n'est pas candidat à sa succession. C'est Max Brisson, premier adjoint au maire, qui est en même temps conseiller général et secrétaire départemental de l'UMP, qui succédera, je pense, à Didier Borotra, vu les scores de la droite à Biarritz. Il ne devrait pas y avoir un suspense épouvantable. Les vagues resteront ce qu'ils furent il y a quelques semaines, très hautes, mais c'est une vague de la même hauteur qui pourrait servir à Max Brisson pour repasser aisément au deuxième tour de l'élection. On rappelle que Biarritz fut aussi accueilli comme maire un certain Bernard Marie, qui n'est autre que le papa de Michel Alliot-Marie, et qui fut le premier arbitre de rugby à œuvrer dans le tournoi des 5 nations, après que l'arbitre britannique se soit rompu le tendon d'Achille. On voit que notre ami Stéphane Maumont a une connaissance en politique, mais aussi sur le terrain rugbystique. Michel Alliot-Marie le père, l'arbitre, a aujourd'hui 94 ou 95 ans et toujours bon pied, bon oeil, le rugby conserve. Voilà, Michel Alliot-Marie qui, faut-il le rappeler, sera tête de liste pour le Sud-Ouest aux Européennes. Vous restez à nos côtés, Stéphane Maumont, car dans quelques instants, à partir de 7h35, on va s'intéresser au département des Hautes-Pyrénées. Toute l'info de votre région. On va revenir dans la région Midi-Pyrénées avec le département des Hautes-Pyrénées. On commence par son chef-lieu, la bonne ville de Tarbes. Alors, qu'en est-il? Gérard Trémège est son maire aujourd'hui. Il y a quelques affaires qui assombrissent un petit peu le paysage. Oui, il faut rappeler d'abord le parcours remarquable de Gérard Trémège, qui a été battu à une époque et qui est revenu. UMP. Qui est UMP radical. Et qui est à nouveau candidat et qui se trouve en but à une affaire qui n'est pas élucidée, qui est en cours, donc on ne peut pas du tout se prononcer, si ce n'est que ça introduit un mauvais climat dans la ville et que Gérard Trémège dénonce une opération politique menée contre lui après une perquisition qui a eu lieu à Tarbes, après une mise en garde à vue de 2 fonctionnaires de la mairie qui ont été libérés d'ailleurs. Et la garde à vue n'a pas donné de lieu à de mise en examen. Mais le problème est de savoir si cette affaire va continuer en filigrane et même de manière explicite dans cette campagne électorale où normalement Gérard Trémège devrait l'emporter si on voit les scores des municipales de 2008, 54,34%. Contre 45,66% à Jean Glavany. Tarbes montre bien que le problème des enquêtes ou des affaires de justice trouble quand même l'électorat, surtout quand on a une carrière aussi républicaine que Gérard Trémège. Alors, on sait que Tarbes fut longtemps une ville ouvrière. Communiste, donc, avec un vote communiste. Voilà, donc à gauche. Comment Trémège a pris la mairie? C'est un travail de porte à porte, en essayant d'individualiser les rapports avec les Tarbais et en essayant d'être innovant dans les investissements. Gérard Trémège a transformé la ville de Tarbes, et Gérard Trémège, de sa profession expert comptable, a su être également quelqu'un de très habile en matière de finances locales, et cette affaire personnellement
m'interroge parce que je ne vois pas Gérard Trémège effectuer ce dont on l'accuse pour l'instant, ce dont la rumeur l'accuse, puisque pour l'instant l'affaire est pendante. L'affaire est pendante et elle ne sera pas élucidée avant le mois de mars. Mais ça donne un mauvais climat et Gérard Trémège voudrait que la clarté soit faite là-dessus. Et ça ne le sera pas au regard des délais de la justice. À mon avis, d'ici un mois, Gérard Trémège donnera des explications et les donne d'ailleurs au Tarbet, mais je crois que la justice n'aura pas clos son enquête ni son jugement s'il doit y avoir jugement. On s'intéresse à la ville de Lourdes. Qu'en est-il des enjeux dans la cité mariale ? Eh bien, dans la cité mariale, le second tour avait donné 51% pour Jean-Pierre Artiganave, le maire sortant, et 48,95 pour Josette Bourdieu, liste d'Union de la gauche. On peut penser que cette campagne, comme on le voit, va être aussi serrée que la dernière fois. Jean-Pierre Artiganave a un bon bilan. La campagne semble plus serrée que la dernière fois, ou au moins autant serrée, puisqu'il y a donc une liste PRG-PS de Josette Bourdieu à nouveau. Il y a un Front National Claude Heinz, et puis il y a bien sûr Jean-Pierre Artiganave au nom de l'UMP. Il y a aujourd'hui une réelle tension à Lourdes. C'est une campagne entre guillemets un peu au couteau et Jean-Pierre Artiganave, qui a toujours été très très proche d'une démocratie participative et d'une démocratie de proximité, fait du terrain, et je pense qu'il va garder la ville de Lourdes à l'UMP. Alors, il y a ce porte-à-porte que font la plupart des candidats politiques. Est-ce que c'est vraiment efficace quand on va taper aux portes des habitants pour présenter son programme ? Le problème du porte-à-porte est que vous ne pouvez pas faire le porte-à-porte avec des milliers d'électeurs la veille de l'élection. C'est-à-dire que la mémoire n'oublie pas que vous avez vu l'électeur, mais quand vous faites du porte-à-porte aujourd'hui à la mi-février, on est je crois le 16, oui, l'élection est dans un mois, c'est-à-dire le 23 et 30 mars. Donc on n'oublie pas, mais le porte-à-porte est une sorte de condition nécessaire mais pas suffisante pour emporter les voix. Mais plus on fait de porte-à-porte et plus on a un contact avec la population, plus on a des remarques dont on tient compte pour son programme, aussi bien sur la forme que sur le fond. Donc porte-à-porte est indispensable. Permet-il de changer un vote ? Je ne le sais pas. On passe à la ville de Bagnères de Bigorre pour savoir là aussi quel est l'enjeu de ces élections municipales. Bien, à Bagnères de Bigorre, il y a une gauche divisée, mais avec Bagnères solidaire, une liste de socialistes et en même temps de gauche modérée, de gauche, allez dire, innovatrice. C'est un peu nouveau dans les Hautes-Pyrénées, avec notamment des mathématiciens comme Vincent Douce. Et je crois qu'à Bagnères de Bigorre, eh bien, Roland Castel, je dis le regretté Roland Castel, puisqu'il nous a quittés l'été dernier très brutalement, avait fait dès le premier tour 58,6% des voix, alors que Bouteiller avait fait 41,38% des voix. Je pense qu'aujourd'hui, le remplaçant de Roland Castel s'en passe tous, avec une liste renouvelée, ne réussira pas peut-être le même score que Roland Castel. Parce que 58%, c'est un très bon score. Dans un fauteuil, comme on dit. Mais a des chances... a des chances de faire un bon score. Le tout est de savoir si la division des gauches facilitera finalement ce passage au premier tour ou non.
Donc, on a vu le cas de Bagnères, de Lourdes et de Tarbes. Quelles sont les villes sur lesquelles vous allez porter votre attention plus particulièrement, Stéphane? Je crois que Lourdes, que Tarbes est important parce que c'est la préfecture des Hautes-Pyrénées et que Trémèche est un personnage emblématique de la République des Hautes-Pyrénées et que généralement les duels avec Jean Glavany sont des vrais duels et sont des duels très durs. Et là, on voit qu'une affaire de justice, comme dans d'autres villes d'ailleurs, vient un peu troubler cette campagne électorale. Concernant Lourdes, la question est de savoir s'il y aura une pérennité de l'action de Jean-Pierre Artiganave, qui avait succédé à Philippe Douste-Blazy. Et Jean-Pierre Artiganave, depuis plusieurs mandats, fait la démonstration que cet ancien élève de Sciences Po de Toulouse sait gérer une ville et est enthousiaste dans sa gestion. La semaine prochaine, à ce même micro, Stéphane, on parlera de la Haute-Garonne et de Toulouse. De la Haute-Garonne et de Toulouse, nous interrogerons sur les sondages, sur notamment les sondages concernant le deuxième tour, sur l'absence de prise en compte du taux d'abstention, et sur le fait qu'à Toulouse, nous aurons une des batailles les plus serrées de France. Et je fais partie de ceux qui pensent que l'écart à l'arrivée... Plus serré que veulent bien le dire les sondages. Beaucoup plus serré que les sondages ne veulent bien le dire. Et le différentiel de voix que nous avons connu la dernière fois en 2008 de 1200 voix pourrait se rééditer. Je fais partie de ceux qui pensent que le différentiel sera moins élevé que 1200 voix. Voilà, vous en prenez le pari. Je suis sur cette antenne, vous savez que vous êtes enregistré, vous êtes même filmé. Donc, attention, dans un mois, si vous allez devoir vous délire ou pas. Au contraire, si vous pouvez vous lancer dans les pronostics. Vous avez donné une information tout à l'heure qui montre que le climat va être très tendu. Sur ces histoires de tags, je pense que cette campagne... Ça traduit quelque chose aujourd'hui Oui, il y a une sorte d'exaspération, de dérapage, de dysfonctionnement, une démocratie, comme l'appelait Rosan Vallon, impolitique, qui donne ces résultats-là, contraires complètement aux valeurs républicaines que défendent les deux principaux candidats, Pierre Cohen et Jean-Luc Moudenc. Merci Stéphane, bonne semaine. Rendez-vous lundi prochain, même heure, même antenne, donc pour parler de ces municipales 2014. Jean-Pierre Allot, toute l'info de votre région.